On me disait, voilà, faut faire tant de vidéos, trucs, machin. J'étais dans un environnement stressant qui me convenait pas et j'étais pas à ma place et c'était pas ma passion, donc c'était un peu compliqué. Moi, dès que je fais des vidéos, j'essaie de donner du plaisir aux gens. J'essaie d'être moi-même, tu vois. Et c'est compliqué d'être toi-même quand au bout d'un moment, on te fout la prends pression pas tant de derrière. plaisir, tu vois. Mon rêve, depuis que j'ai commencé la cuisine, c'était d'ouvrir un restaurant. Tu travailles tellement, est-ce que tu as le temps d'aller boire une bière aussi, tu vois. C'est simple, je n'ai pas de vie perso. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Ordonneau et vous regardez Chef, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent notre gastronomie. Aujourd'hui, je rencontre Diego Alary, un nom qui a marqué les esprits dans Top Chef avant de devenir l'une des figures les plus suivies de la food sur les réseaux sociaux. Il a été le chef français le plus suivi sur Instagram dans le monde entier. Puis, Diego a choisi de tout mettre sur pause et de partir voyager pour comprendre ce qu'il voulait vraiment, ouvrir son propre restaurant. Et c'est là-bas qu'il nous a donné rendez-vous parce que ce rêve est devenu une réalité. Il s'appelle Salto Bar. Il porte en lui quelque chose de profondément personnel et Diego va nous en parler évidemment. On va parler de ce que ça représente de transformer justement une vision en un lieu bien réel et qui lui ressemble, infusé par ses origines. On va partir au Portugal, on va évoquer l'Espagne puisque le décor s'y prête. Bonjour Diego. Bonjour. Merci. Bienvenue à Salto Bar. Ah mais ouais, merci de me recevoir ici. Donc on est au comptoir. C'est ça, on est sur le comptoir, 10 couverts. Ouais. Généralement, on a des gens qui mangent devant nous, quoi. Trop bien. Il va falloir qu'on raconte cette histoire et qu'on comprenne comment t'en es arrivé là. Le grand public, la France, t'as découvert à la télé. L'immense majorité du public et des foodistas t'as découvert à la télé. C'était il y a 5-6 ans. Ouais, c'est ça, 5-6 ans. Ouais. 6 ans ont passé avant l'ouverture de ce restaurant. Certains pourraient se dire, c'est long 6 ans. D'autres pourraient se dire, il a pris son temps. On va voir que t'as fait pas mal de choses entre-temps. Mais moi, ce que je veux savoir en premier lieu, c'est quel effet ça fait. Comment tu te sens là, 1 mois après l'ouverture de ce lieu? Ça fait quoi? J'imagine que c'est assez agréable, mais... Bon, écoute, je suis super heureux. Franchement, c'est une nouvelle aventure pour moi. C'est une aventure humaine. Et j'ai une super team. C'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, je me sens totalement préparé à ça. Enfin, en fait, ces années m'ont permis de me préparer à tout ce que j'ai fait là et d'emmagasiner un max et de prendre de l'expérience, en fait. Et du coup, c'était le bon moment. Ouais. Et voilà, je suis genre, super tu content. démarres et t'es hyper OP, tu sens que ça a été facile ou... En même temps, en fait, ce qui est compliqué, c'est que... Enfin, c'est pas si compliqué, mais c'est que j'y passe beaucoup de temps. Ouais. J'y suis du matin au soir. T'as changé de vie, là? Ouais, j'ai changé de vie. Je me suis pris un petit appartement collé au resto et du coup, j'y suis du matin au soir. Et c'est juste ça, en fait, qui est différent. Mais sinon, je dirais pas que c'est difficile. Je dirais que c'est peut-être un peu stressant, mais c'est beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est ça qui est cool. Ça se situe où? Et justement, au quotidien, le kiff, il se prend à quel moment de la journée ou dans quel genre de situation? Franchement, c'est des petits détails. Ça peut jouer le matin quand on est en cuisine et qu'on met notre musique et que personne parle et que d'un coup, il y en a un qui fait une blague et que nous, on rigole. Tu sais, c'est des petits plaisirs comme ça qui me manquaient justement quand, tu sais, j'étais à une période où je faisais beaucoup, beaucoup de vidéos, qui est un truc un peu plus solitaire. T'es plus seul, ouais. Ouais, et du coup, voilà, c'est des petits plaisirs comme ça. Bien sûr, le retour des clients. Bon, là, on a la chance ici à Salto, Ça, c'est génial, en on plus, a le parce que tu les comptoir, as en face. Ouais, on les a en face, et puis surtout, la cuisine est complètement ouverte. Et on a une verrière aussi qu'on ouvre qui fait 14 mètres de long. Donc, en fait, on voit tout, on voit ce qui se passe dans la rue. On a l'impression de cuisiner un peu dans la rue, des fois. C'est ça qui est super cool. Et voilà, donc on a le retour des clients, évidemment. Ça, c'est un énorme kiff. Ouais. C'était quoi la ligne quand Salto s'est ouvert et tu parles d'une forme de maturation aussi, de choses que tu as emmagasinées, donc il y avait aussi l'envie d'écrire un certain type de cuisine. Déjà, il y a des éléments de décor qui peuvent nous mettre sur la piste ici quand on arrive et quand on ouvre les portes. C'était quoi la ligne que tu voulais suivre et donner à ta cuisine? Bah moi, la ligne que j'ai voulu suivre, c'est en fait ce que j'aime le plus, c'est aussi mes origines. Donc c'est le Portugal, j'ai de la famille en Espagne, c'est mes voyages. J'ai passé beaucoup de temps justement sur ces 5 années à bouger, je suis pas resté qu'en France. Ouais. Et voilà, en fait j'ai voulu créer un lieu qui soit en fait ce que j'aime, sans démontrer, sans démontrer quoi que ce soit ou sans prouver quelque chose. J'ai juste voulu faire un lieu où les gens se sentent bien, en fait. Il faut que tu nous expliques un petit peu, et c'est le principe de ce podcast, justement tout ce qui a nourri. Et si on remonte aux origines, alors on va pas partir ni au Portugal ni en Espagne parce que je crois que t'es natif de moins loin. Néanmoins, il y a forcément une influence. T'as grandi dans quel genre d'environnement?
Moi, j'ai grandi dans un environnement très cool, avec des parents très cool. Mon père est artiste peintre. Et puis, j'ai grandi à Ivry-sur-Seine. Voilà, j'ai grandi dans une famille assez ouverte, avec ma sœur aussi. Et voilà, je suis un gars, en vrai, d'Ivry-sur-Seine. De fil en aiguille, j'ai fait du football très très jeune. Ah oui, il y j'ai avait arrêté ça. l'école très jeune. J'ai Ah arrêté ouais. l'école en 4e. Ouais, je pouvais plus aller en cours, c'était un peu compliqué. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de la cuisine. D'accord. Il y avait une envie de football, Ouais. quand même, à la base, c'est ce que tu dis? À la base, ouais, très jeune. Ah ouais. Très très jeune. Ouais. C'était quoi le trip du foot? C'est un trip quoi, collectif? C'est des rêves? C'est des personnalités qui te faisaient rêver? L'envie d'en être un jour? Ou c'était quoi qui te plaisait là-dedans? Bah en fait, depuis d'où je viens, en fait, on faisait tous du foot. Ouais. Et d'une bande de potes, de l'âge de 7 ans à 14 ans, on était tous ensemble et on se retrouvait dans le même club d'Ivry-sur-Seine. Et ensuite, on a gravi les échelons. Et d'aiguille en aiguille, oui, il se trouve que j'ai fait je suis allé dans des clubs différents, etc. Et je me suis construit un peu un rêve de football très très jeune. Je dis très jeune parce que ça s'est arrêté très tôt pour moi. Ouais. Ça s'est arrêté quand même à l'âge de 15 ans à la suite d'une blessure, etc. Ouais. Mais j'étais à la porte de Clairefontaine, qui est le centre de formation, tu vois, de C'est pas l'équipe rien. de France. Ouais. Et en fait, ça s'est arrêté net. Et je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'aimais pas l'école. Je pouvais plus faire de foot parce que j'étais en centre de formation. Tu sais, j'allais le matin en cours à l'école et puis l'après-midi, j'allais m'entraîner. Donc, je pouvais plus aller à l'école, j'y arrivais plus. Je pouvais plus faire du foot. Donc, Mais on se dit quoi quand ça arrive? Parce que pour le coup, on se parle souvent de, tu sais, c'est ces expressions de rêve de gosse. À l'adolescence, il y a la projection, c'est le qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Toi, t'es engagé en plus dans une dynamique là. ouais. Quand le truc se brise, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, écoute, Vertige moi, je un me peu, quoi. disais pas grand-chose. Je suis parti dans un truc où je pense que j'ai fait pas mal de petites conneries. Voilà, c'est jeune. Mes parents m'ont pas lâché, tu vois. Et j'ai eu un moment où c'était un peu compliqué. À 15 ans, tu vois, bah, plus d'école, c'est compliqué. Et du coup, en fait, je me suis, de fil en aiguille, je me suis mis à faire de la cuisine. Mais avant ça, en fait, ça a été un truc où j'ai voulu travailler. Ah oui. Bizarrement, mais j'étais un peu bloqué puisque bon, en France tu peux pas travailler aussi Et ouais, jeune, t'es très partout jeune. dans le monde d'ailleurs, mais du coup je me rappelle, enfin mes premiers trucs c'était bon voilà, je veux faire un truc, tu vois, je veux pas rester chez moi, et j'avais 15-16 ans et j'allais au marché d'Ivry-sur-Seine et je proposais aux marchands, tu sais, qui retiraient les cagettes après le marché, et je proposais de les aider, et en fait ça a commencé, le monde du taf pour moi a commencé très vite comme ça. J'ai fait 6 mois comme ça où à droite à gauche je cherchais des trucs, des stages, des machins. Mais et pourquoi? Parce que genre pour gagner des sous ou pas? Parce qu'on sent plutôt que c'est l'envie aussi de faire quelque chose aussi. Il y a aussi ce truc là de se dire faut que je fasse un truc. Alors il y a l'envie de gagner des sous, je pense, faut pas le cacher, tu vois. Mais il y avait aussi vraiment ce truc de en fait je veux faire un truc actif, tu vois. Oui, on sent ça. Je peux pas rester assis sur une chaise et écouter quelqu'un me raconter un truc, ça marche pas chez moi, ça fonctionne pas. Donc il fallait que je fasse un truc actif, il fallait que je me sente je voulais me sentir un peu plus peut-être vieux ou plus mature, tu vois. Je voulais chercher ça en fait. Et du coup, ça a commencé avec ce marché à Ivry-sur-Seine où on me filait 10 balles et que je portais des cagettes et tout. Ensuite, j'ai fait mon premier stage dans un kebab rue Mouffetard. Tu vois, ouais, mon premier stage qui a duré 1 semaine où je coupais des oignons. Ça a été mon premier truc, et ça, je l'ai jamais dit, tu vois. Premier rapport avec la cuisine, là. Ça a été mon premier rapport avec la cuisine. Couper des oignons, des 20 kilos d'oignons tous les matins. Ça a duré 1 semaine. Et ensuite, tu t'es dit quoi? Parce que là, pour le coup, t'es dans quelque chose qui est pas forcément prestigieux, qui est du quotidien, alors après qui est connu de tout, qui est un référent culturel, en l'occurrence le kebab, qui est pas forcément valorisé ou un peu plus aujourd'hui. Et toi, en plus, tu te retrouves à dire, ok, je vais me taper tous les oignons. Bon, ça aurait pu démotiver. Bah en fait, j'avais 16 ans. Donc mon école m'avait, je sais pas comment ça a pu être possible, mais en fait ils m'ont proposé de faire un stage. Il y avait des stages de 3e et moi en fait on m'a proposé de faire un stage, je l'ai fait là
Et ça m'a un peu ouvert les yeux. Et en fait, je me rendais même pas compte que c'était dans un kebab ou quoi que ce soit. En fait, moi, j'étais trop content de faire autre chose. Ouais. Et je me souviens, je coupais les oignons et j'allais servir le plateau. Tu vois, le plateau à table où il y avait beaucoup d'ouvriers et tout. Bah, tu vois, la rue Mouffetard, le midi, c'est un peu ça. Et j'allais apporter le plateau. Et je sais pas, je me sentais trop utile. Pour une des premières fois de ma vie, Hyper concret. il y avait le foot. Et ensuite, je me suis senti super utile sur ça, en fait. Et voilà, et après, ça a continué. J'ai continué les stages, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des stages dans des restos, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dis il y a quelque chose d'assez satisfaisant, très certainement. Tu parles du service, tu parles déjà du rapport direct avec les clients. Comment on passe de cette première étincelle à finalement, il y a peut-être quelque chose qui se trame. Et comment tu l'as raconté chez toi aussi d'ailleurs, parce qu'à cet âge-là, les parents, comme tu le dis, ils ont un œil, les tiens en l'occurrence, ils t'ont pas lâché, donc forcément, ils avaient une curiosité pour savoir ce que tu allais faire. Comment tu as commencé à te dire et à dire peut-être qu'il y a une ligne à prendre de ce côté-là? Bah, moi, déjà, j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont jamais lâché. Et je pense que vu que j'ai fait des conneries très tôt, en fait, ils étaient très très contents que je fasse quelque chose après, tu vois. En fait, faire de la cuisine, c'est bien. Moi, il n'y a pas du tout eu ce truc où je sais que pour certains, les parents sont déçus, la cuisine et tout. Moi, pas du tout. Moi, mes parents, quand ils ont su que j'allais être pris à l'école Ferrandi, c'était un truc de fou, tu vois. Et donc en fait, ils m'ont super accompagné. Franchement, j'ai la chance de ça et je les remercie. Je leur dis quand même des fois de temps en temps. Et parce que tu t'es dit que tu voulais faire une école tout de suite. Par contre, tu t'es dit il faut que je. Ouais, en fait, j'ai fait des stages, j'ai pu faire des stages et au bout d'un moment, fallait faire un CAP. Ouais. Tu vois, à 16 ans et demi, CAP cuisine en alternance, 2 ans. Et là, tu découvres un truc quand même parce que entre j'ai fait des stages, j'ai eu quelques petites expériences et déjà, c'est un quotidien, c'est des horaires, c'est une école, c'est une formation, c'est une projection. Parfois, pareil, j'imagine qu'on peut se dire « Oh là, ça c'est trop chiant en fait » ou « Ça c'est encore mieux que ce que j'imaginais ». C'est quoi le constat que tu te fais quand tu découvres cette réalité-là? Déjà, je me suis senti super bien dans ce monde-là, de cette école. J'avais un prof de cuisine qui s'appelle Jacques Girard, qui est toujours. Et ça m'a je me suis direct mis dedans. Pour la première fois de ma vie, je me sentais utile. Et à l'école, c'est ça aussi, c'est un truc. Ouais, je me sentais utile. On apprenait à faire des sauces, on apprenait à nettoyer un plan de travail. Je faisais partie soudainement des meilleurs, tu vois. Donc j'avais ce kiff-là. Et puis l'alternance, c'est cool parce que tu fais. Alors je pense que c'est toujours le cas, mais tu fais 2 semaines à l'école et puis tu fais 2 semaines en entreprise. Donc en fait, tu as direct ce pas dans l'entreprise. Ouais. Et c'est pour ça que l'alternance, moi, ça m'a sauvé. Tu vois, le CAP, c'est un truc qui m'a sauvé. Et en plus, moi, quand je l'ai fait, c'était gratuit à Ferrandi. Donc c'était génial, c'était bénef. Et voilà. Ouais. C'était quoi l'alternance de mood entre justement ce que tu dis? Parce qu'on sent que tu prenais du plaisir aussi là-bas à l'école, en l'occurrence. Ouais. C'était quoi la tonalité qu'il y avait quand tu retrouvais l'école et la formation et quand tu rebasculais 2 semaines plus tard ou 1 semaine après dans les restaurants? Est-ce qu'il y avait une tonalité différente ou est-ce que c'était all-in et t'aimais tout? J'aimais tout, mais j'étais toujours mieux au resto. Ah ouais? Ouais, j'étais toujours mieux au resto. Et à cette période-là, j'ai eu la chance de commencer mon apprentissage à The Kitchen Gallery, la cuisine de William Le Deuil. Ouais. Qui est pour moi, qui était un super endroit pour commencer, tu vois. Et j'avais des super souvenirs avec ce chef et j'étais dans une équipe très jeune, donc je m'y sentais vraiment bien. Ça a duré 1 an, je crois, mais je m'y sentais super bien. Il faut que tu racontes quelque chose parce que de la première expérience dont on s'est parlé, à savoir des oignons dans un kebab à The Kitchen Gallery avec une empreinte et un chef qui, mine de rien, a fait école. Beaucoup de gens se revendiquent de William Le Deuil et se rappellent de leur passage pour sa personnalité, mais aussi pour sa cuisine, qui est assez singulière finalement. Aujourd'hui, on est là, oui, fusion, mais à l'époque, quand il s'est lancé, cette empreinte-là, elle était assez rare finalement. Ouais. Et les bouillons, notamment, l'emprunt qu'il a avec l'Asie, évidemment. Ouais. Pourquoi, toi, en tant que jeune apprenti, tu te dis, tiens, c'est vers là, lui, que j'ai envie d'aller? Je sais plus comment ça s'est fait, je sais plus pourquoi je suis allé là-bas. De base, je pense qu'on me l'a conseillé, j'en sais rien, tu vois. Alors très Ferrandi, William Le Deuil, pour le coup. Lui-même avait fait Ferrandi, c'est vraiment un... Ouais, très Ferrandi, mais c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps avec une personne et effectivement, alors maintenant on se retrouve dans une ère où la fusion, etc., etc. Mais William Le Deuil, alors moi j'y suis pas resté très longtemps, j'y suis resté 1 an.
J'ai fait plusieurs expériences et j'ai fait 2 alternances différentes. Mhm. Mais William Le Deuil, la cuisine était super développée. Et même maintenant, tu vois, je me rends compte, des fois, je vais dans des restos, je goûte et tout. Et je me dis, putain, mais ça a été pour moi un des premiers Ah, mais incroyable. qui a mis le pas sur cette cuisine, tu vois, asiate, très thaï. Mm. Et aussi, il a une démarche très calme. Moi, Ouais. je me rappelle que dans sa cuisine, c'était calme. Pas de coup d'énervement. Et puis très jeune, donc c'était cool aussi, tu vois. Comment Mais, on passe de ces premiers, de ces premières expériences-là? Là, pour le coup, tu parles d'une réalité. Tu dis, je suis pas resté très longtemps, mais 1 an dans une cuisine, quand on est jeune, c'est déjà une sacrée c'est déjà expérience. pas mal. T'as le temps de te faire à l'idée de C'est ce déjà à pas quoi mal. peut ressembler le quotidien. C'est quoi les étapes après? Comment ça s'est passé, la suite, une fois qu'on sort d'une expérience comme ça, avec William Le Deuil en l'occurrence? Bah, tu sais, moi, j'ai toujours marché au feeling. Et quand je fais des rencontres ou des choses qui me marquent, j'y vais, je fonce. Des fois, je réfléchis pas trop. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'étais chez William Le Deuil. Et puis après, Juan Arbelez m'a contacté pour aller à son ouverture à la Plancha. Je me Donc à rappelle, au Boulogne, tout début, à ouais, c'est Boulogne. encore un autre. Donc, j'y suis allé. Et puis, je suis resté pareil 1 an là-bas. Et puis ensuite, mon alternance s'est arrêtée parce que c'était 2 Ouais, ans. ouais. Donc, j'ai eu mon CAP en poche. Et du coup, Là, fini l'école, faut y aller, quoi. fini l'école et ça m'arrange de fou. Déjà, l'école pas finie, que j'avais déjà commencé à planifier où est-ce que j'allais aller, etc. Et là, j'avais direct ce rêve en tête de bosser dans un 3 étoiles. Tu vois. Mais- Je voulais que mon premier poste de commis soit dans un 3 étoiles. Comment on passe, encore une fois, pardon de ramener à cette histoire on était avec du foot, il y a eu ce kebab, et là, en quelques années, tu passes de je connais pas cette histoire, je connais pas ce monde, je ne viens pas de là, mes parents viennent pas de là, et putain, j'ai une niaque pour dire, au bout de la 3e, 4e petite expérience, parce que c'est encore, je veux du 3 étoiles. C'est quoi qui t'anime à ce moment-là? Bah, je sais pas, c'est la vie. C'est les films, les reportages, les rencontres que je fais, l'atmosphère en cuisine que je ressens au fur et à mesure de faire des stages et travailler dans mes alternances, où je me dis, ah ouais, mais putain, c'est ce monde, la cuisine, c'est ça, truc et tout. Mais en fait, c'est quoi, hein? Tu vois, j'ai l'impression, je suis pris dans un truc où j'ai l'impression que c'est de la Formule 1 et que Ouais. t'as les écuries, les trucs, Ouais. les machins. À cet âge-là, je suis dans ce mood. Ouais. Et du coup, voilà, je suis dans ce mood de mon premier poste de commis, tu vois. Je veux que ce soit en dans D1, quoi. un- Il faut qu'on. Ouais. C'est Champions League direct. Je veux que ce soit dans un 3 étoiles. Et du coup, je me retrouve à la Monnaie de Paris, Ok. chez Guy Guy Savoie. Savoie, voilà, dans un 3 étoiles. Et voilà, à 18 ans, mon premier poste de commis, je me retrouve... On rentre comment? Le premier jour, tu te souviens de ton premier jour, de comment on arrive dans j'étais stressé, très Ah ouais. stressé. Il y a une ambiance stressante, hein, quand même, faut pas se le cacher. Ouais. De façon polie, de façon très Ouais, polie de ouais, dire ouais. que c'est un peu c'est raide. Mais on en reviendra peut-être après dans la conversation. Mais voilà, c'est des trucs. Bon, voilà, des trucs que j'ai retenus, que j'ai adoré, d'autres un peu moins. Mais je me suis retrouvé dans une ambiance comme ça, beaucoup en cuisine, puis l'excellence, tu vois, les grosses heures. Hein, faire des grosses heures, 7h, 1h du matin, tu vois. Donc, C'est fou quand même, hein, tu vois, parce que c'est d'un temps qui est pas si lointain. C'était il y a pas si longtemps que ça. On se Ouais. parle pas d'un truc il y a 40 ans. Et pour autant, il y avait encore ce logiciel de en fait, c'est comme ça, mon garçon, t'es dans un 3 Ouais. étoiles, donc tu vas taffer de 7h à 21h. Toi, aujourd'hui, que t'es patron, en l'occurrence, et que t'as ce rôle, en fait, de gestion, de management, comment dire, t'es en lien avec tes équipes. Est-ce que Ouais. tu trouves que ces modèles-là, ces projections-là, elles sont normales? non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, je me retrouve pas du tout. Il y a plein d'expériences que j'ai eues et je vais pas faire ma langue de bois, tu vois. Il y a plein d'expériences que j'ai eues et surtout quand on se rapprochait des restaurants étoilés, Ouais. etc. Pas William Le Deuil, mais j'en ai fait 2, 3 étoiles et il y a plein de choses que je retiens positivement, mais il y a aussi du négatif. Et franchement, j'en suis bien loin ici à Salto-Bar et je suis très content et je vois que ça fonctionne très bien. Parmi Voilà. les choses que tu ne reproduiras pas et dont tu sembles parler, il y a effectivement ces volumes horaires qui sont... est-ce qu'on apprend ou est-ce que ça abîme plus qu'on apprend? Est-ce que c'est nécessaire? Et tu parlais de l'ambiance aussi, où forcément, il doit y avoir une tension, que ce soit au Plaza, parce qu'il y a le Plaza aussi, et la Monnaie de Paris. On peut éviter cette tension-là quand on est dans ces cuisines-là, tu penses? Ou c'est...
En fait, volume horaire, moi je te cache pas, à l'ouverture, à Salto Bar, les cuisiniers ils se sont donnés, tu vois. Ouais. On s'est tous donnés, on a tous fait des grosses heures, etc. Mais tu vois, avec mon associé Christophe, on a eu une discussion, on s'est dit qu'en fait, il fallait que ce soit payé, tu vois. Donc en fait, quand Ouais. les gens travaillent, il faut les payer, ça c'est logique. Ouais. Mais je pense qu'il y a certaines maisons qui comprennent pas cette logique Ouais, de déjà, travail payé, déjà. tu vois. Ouais. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il faut que... si tu fais beaucoup d'heures, il faut que tu aies une ambiance cool aussi au travail. Tu passes... dans la cuisine, Théo, qui est avec moi en cuisine, mon sous-chef, et toutes les équipes, je les vois plus que ma famille maintenant, plus Ouais. que ma copine, Bien sûr. tu vois. Donc, il faut que l'ambiance, elle soit cool. Si tu es dans une ambiance où tu passes des heures, tu es de 8h du matin à 1h du mat, et que l'ambiance, t'as une espèce de pression, c'est faire, tu vois, on se fait chier, quoi. On n'a pas envie d'y rester. Et moi, je me suis déjà retrouvé à aller travailler dans certaines maisons où j'ai travaillé avec la boule au ventre. Oui. Et franchement, c'est chiant. Et j'ai Parce vu que des c'est gens- quoi? Parce que c'est dû au fait que c'est surveillé, on t'engueule, on te fout la pression, on est exigeant. C'est quoi qui fait qu'on en arrive à là? Parce que quand tu dis j'ai envie que ce soit cool, en vrai, on a tous envie que ce soit cool. J'imagine, Ouais. tu vois, je pense pas qu'il y ait des chefs qui se disent ah, ou alors peut-être, mais c'est des malades mentaux. Ils disent ah, on va foutre une ambiance de merde. Je pense que tout le monde a quand même envie. C'est quoi les leviers? Comment toi tu fais pour que ce soit cool, justement, et plus sympa ici que ce que t'as pu vivre parfois? Pas facile, hein? Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que, comme je t'ai dit, je vais pas faire de langue de bois, mais je pense que certains chefs se prennent pour je sais pas qui. C'est Ouais. ça la vérité. Il y a un truc d'ego. Et je pense que il y a un truc d'ego, il y a un truc, ils ont été formés comme ça et Ouais. je comprends pas. Et même maintenant, je comprends pas certaines choses que j'ai vues et vécues. Même maintenant, je les comprends pas avec du recul. Et moi, en fait, ici, alors peut-être que c'est dû au fait que nous, on soit pas un étoilé, qu'on n'a pas cette pression, etc., etc. Mais ici, en fait, on est... alors certes, tu vois, c'est pas facile. L'ouverture, là, ça fait 1 mois qu'on est ouvert et Ouais. on est trop content. Mais le début, là, on commence tout juste à avoir des réglages et à s'en sortir mieux et à faire moins d'horaires, etc. Et on est plus cool. Et je vois Ouais. l'équipe qui commence à dire, tu vois, cette semaine... Mais 1 mois, c'est pas mal quand même. Au bout d'1 mois, c'est déjà moi, pas mal c'est de commencer ouais, à avoir cette sensation. on a réussi à se roder, tu vois. Mais en fait, je sais pas, moi, je m'adapte en fonction de qui sait faire quoi. Tu vois, j'essaie de m'adapter aux gens, j'essaie de les écouter, j'essaie d'être proche d'eux, tu vois. J'essaie en même temps de mettre un peu de limites, de pas trop être proche. J'essaie d'avoir le juste équilibre. Il Ouais. n'est pas toujours C'est pas facile à facile de trouver. trouver l'endroit Ouais. où tu vas mettre ces curseurs-là. Hein. Il n'est pas toujours facile à trouver. Et après, je reste moi-même. Je suis très moi-même sur ce projet. Je suis très. Là, je pense qu'ici, il y a le vrai Diego, tu vois. C'est pas la même chose que les réseaux, les vidéos, etc. Même Ouais. si je suis le vrai Diego sur les vidéos. Mais ici, c'est le vrai, tu vois, avec sa team, avec humainement. Tu vois, j'essaie d'être moi-même et de les amener avec moi, de montrer l'exemple. C'est vraiment un truc que je me suis mis pour l'ouverture de ce restaurant. Il faut que ce soit fidèle, authentique. Ouais, c'est ça. Et ce restaurant, c'est pas juste je crée ce restaurant, je signe une carte et j'en ouvre un autre dans 2 mois, etc. Non, c'est pas ça, tu vois. Je sais que pendant 1 an, je vais être là tous les jours. J'essaie d'être là le premier et de repartir le dernier. Ouais. J'essaie de faire les mêmes heures, voire un peu plus parce que je suis le Ah patron. oui, là, il il faut y a décider. personne. Hein, je peux dire que. Ouais, voilà, là, il y a t'es le seul. personne. On est fermé aujourd'hui, Ouais. mais voilà. Donc voilà, j'essaie d'amener ce truc-là, de montrer l'exemple et de leur montrer qu'en fait, c'est pas juste on vous laisse, débrouillez-vous. Ouais. Si vous êtes dans la merde, on vient pas vous aider. Non, tu vois. Et je pense qu'ils le ressentent. Et quand en fait ton équipe ressent qu'on est tous une team, Oui. en fait, Oui, qu'il y a un truc solidaire, qu'il n'y a pas un mec Ouais, qui, voilà, est, c'est qui est ça, tu vois. au-dessus et qui. c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans des restaurants. Là, je le citerai pas, mais par exemple, tu vois, c'est tout con, mais les tips, tu vois, les pourboires, Ouais. il fallait chaque grade avait un pourboire de plus. Donc le chef avait plus de pourboires que tout le monde, le truc, machin truc. Ah Le oui. commis avait rien du tout. Et en fait, tu vois, ça crée un truc qui est déséquilibré, ça peut créer des trucs malsains. Et voilà, tu vois, et ça marche pas. Et ici, par exemple, tout le monde a les mêmes pourboires, on a tous 50-50. Moi, je les prends pas parce que je suis le patron, Ouais. mais eux, ils partagent tout, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je t'avoue que même si je t'ai découvert grâce à Top Chef et que j'avais lu des choses sur toi, quand j'ai relu ton parcours, j'ai été étonné par le nombre de maisons que tu as Ouais. fréquentées avant que justement tu n'exploses aux yeux du grand public, le grand public n'étant pas une scène de gastronome, mais vraiment le grand public via cette émission. Il y a eu quand même des grosses maisons. On s'est parlé de la Monnaie de Paris, il y a eu le Plaza, Ouais, c'est ça? Plaza, Hein. ouais. Qu'est-ce qu'on retient de ces maisons on s'est parlé de toutes les dérives qu'il peut y avoir et qui peut Ouais. être pénible et qu'est-ce qu'on retient en tant que cuisinier? Parce qu'il y a aussi des choses positives, Bien j'imagine. sûr, bien sûr. En quoi ta main, elle s'est faite et en quoi
ton profil de cuisinier, il s'est affiné en tutoyant l'excellence. Si tant est que ce soit l'excellence, en tout cas les 3 étoiles. Non, en fait, ça s'est affiné. C'est vrai que, en fait, passer par des belles maisons, en fait, ça t'affine, ça te montre des techniques, ça te montre une rigueur, tu vois. Par exemple, c'est tout con, mais la cuisine là, tu vois, j'ai fait le choix d'avoir un ancien fourneau, tu vois, qui vaut assez cher et tout. Bah, je pense qu'il faut savoir l'entretenir, tu vois. Donc, travailler dans des très belles maisons, des étoilées, ça m'a appris, c'est bizarre, mais ça m'a appris à faire un ménage parfait, tu vois, avoir des petits trucs comme ça. Moi aussi, toute ma vie, j'ai beaucoup été affilié au poisson. Bizarrement, tu vois, mes gros postes, ça a été lever des filets de poisson, cuire le poisson. Donc c'est un truc, ça m'a sur la cuisson, C'est arrivé par hasard, ça? Par hasard, à chaque fois par hasard, mais c'est tout le temps. Tu vas prendre ça et. Ouais. Et donc du coup, non, je dirais que travailler dans des belles maisons, ça m'a affiné une certaine rigueur et gérer le stress aussi, parce que ça peut être très stressant de travailler dans un petit truc et tout, mais dans une grande maison, quand chaque geste a son importance, et que du coup tu rates un truc et que derrière tu te fais engueuler, en fait ça t'apprend à peut-être à prendre un peu de hauteur, tu vois, voilà. Et là en cuisine, c'est peut-être un truc qui m'a servi, tu vois. C'est une grammaire, on a l'impression que tu parles d'une grammaire, on a l'impression que tu parles d'un solfège, d'un truc où t'as appris peut-être des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui font, semble-t-il, un peu la différence au quotidien aujourd'hui. C'est quoi les grandes étapes comme ça qui t'ont marqué? On s'est parlé de Guy Savant, on se parle du Plaza, on se parle de grandes maisons. Finalement, t'avais voulu... là, en l'occurrence, t'as joué à un très très gros niveau. Ouais, je dirais que le Plaza Athénée avec Romain Médère, ça a été quand même... c'est une étape dans ma vie qui m'a pas facile aussi, mais une belle cuisine, mais pour le coup, une belle manière de voir la cuisine. Ouais. Hyper singulière en plus, parce que tu arrives à un moment de l'histoire du Plaza avec une équipe, en l'occurrence Romain, sous l'œil d'Alain Ducasse, qui arrive avec une proposition. Moi, je me souviens, les articles, quand c'est sorti, quand ils ont sorti leur menu, c'est attendez, on va manger des graines. C'est ce que disaient les gens. On mange la naturalité. Tout le travail qu'ils faisaient à cette époque-là, c'était lunaire. Ils ont mis des mois, voire quasi une bonne année, avant de conquérir avec leur vision le public plus tradit d'un palace, en l'occurrence. C'est pas rien de... William Le Deuil pour démarrer, des gens comme Médère et Ducasse à un moment radical. C'est marrant que tu aies été là à ces moments. Ouais, c'était... C'est pas des cuisines classiques. Non, c'est pas une cuisine classique et la cuisine naturalité a été un truc très singulier, effectivement, dans un espèce de monde de palace et tout. On était un peu des ovnis, enfin je m'en rappelle, on était un peu... c'était très différent, tu vois, ça et le Plaza Athénée, l'hôtel, c'était il y avait un petit décalage. Et c'est un poste qui m'a... J'étais au poisson, pareil, c'est un poste qui m'a beaucoup apporté. Ouais. Et tu te dis quoi quand tu dois te défendre, entre guillemets? Parce que moi, je vois toujours ces moments où tu te retrouves avec des potes à boire une bière et que tu sais, ils te disent alors t'en es où, tu fais quoi, machin truc. Comment tu parlais de la cuisine que tu défendais? Parce qu'en l'occurrence, la cuisine là dont on se parle, celle du Plaza à ce moment-là, il n'y a personne qui fait ça en fait. Et c'est entre guillemets, j'adore cette idée, je suis un fervent défenseur, mais c'est n'importe quoi à ce moment-là de partir là-dessus et de se dire vous allez découvrir des céréales et puis on peut oublier la viande et puis tout ça était très très radical quoi. Ouais, tu te sens bien quand tu prends une bière avec des gens le soir qui travaillent de restaurants différents. C'est comme si tu vois, tu travailles dans une grosse écurie, tu travailles chez Mercedes, alors t'es le mec qui change les pneus de la Ferrari, t'es content, tu te sens, tu travailles au Plaza Athénée, donc ça te... Il y a un truc de pionnier quand même à l'époque. Ouais, il y a un truc pas mal, mais après t'es tellement pris dedans, tu travailles tellement, est-ce que t'as le temps d'aller boire une bière aussi, tu vois? Zéro recul, désolé les gars, c'est super mais j'ai pas le temps. Comment tu vas... on va s'approcher de ce moment où justement on va te découvrir. Comment ça va démarrer ensuite? Quelles vont être les grandes étapes? Passer ces grandes maisons. Top Chef va arriver combien de temps après le Plaza? Top Chef arrive après en fait. Juste après? Ouais, parce que moi, pas juste après, mais en fait... sorti de ces 3 étoiles, j'ai eu un truc complètement différent dans ma tête où je me suis dit... Ça me revient. En fait, non, je vais faire tout l'inverse. Et au lieu d'être un chef de partie à faire du poisson et à gérer 2-3 commis et tout,
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque très jeune, parce que j'avais, je crois, 21 ans, un truc comme ça. De m'exposer un peu. De m'exposer Ouais. et de prendre un petit bistrot, un truc, Ouais. et de faire ma cuisine, tu vois, voir ce que je peux faire, même si à cette époque-là, j'avais pas du tout d'identité, en fait. Tu vois, je me rends compte maintenant, j'avais aucune identité, juste je prenais des produits, je faisais mes trucs, parfois des très bons plats, parfois des moins bons, tu vois, je me lançais un peu comme ça à corps perdu, avec les bases que j'avais appris dans les étoilés, tu vois, ma découpe du poisson, l'affinage, parfois, tu vois, des macérations en bocaux, enfin des trucs comme ça. Donc, j'ai eu mon premier poste de chef à un restaurant qui s'appelle Simone, à Paris, dans le 13e. J'y suis resté 1 an et demi. Ensuite, je suis allé à un restaurant qui s'appelle Les Persifleurs, dans le 15e. ouais. Voilà. Et plus bistrot, tu vois. Et je me suis éclaté. Et, Mais ça fait quoi de prendre cette place? Parce que là, t'es en première ligne, on se parle Mm. de trucs, les persifleurs en l'occurrence. En t'écoutant parler, ça me revenait du coup. Ouais. Qui est un bistrot super sur cette petite place face à l'église. C'est hyper sympa, t'as l'impression d'être dans un village. Néanmoins, c'est toi, t'es en cuisine, ouais, puis t'as j'ai la fait l'ouverture responsabilité. et je me suis occupé de la cuisine, tu sais, de construire la cuisine Ouais. et tout. Et C'est un sacré truc, aussi jeune. Ouais, Philippe qui ouvrait ce restaurant m'avait contacté et tout. Et c'est vrai que très jeune, il m'a donné beaucoup de responsabilités. Je pense que le fait de sortir d'un 3 étoiles et tout le faisait kiffer aussi. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à faire toute cette cuisine, à monter une équipe, etc. Tu vois. Bah, C'est un bon truc, tu penses, d'être exposé ouais, comme c'est ça trop assez bien. jeune à une Ouais, responsabilité oui, tout c'est de trop même? bien. De toute façon, il n'y a pas d'exemple parfait. Ceux qui disent, enfin pour moi, tu vois, par exemple, des fois, je vois des vidéos où tu as des chefs qui te disent il faut faire ci, ça, la rigueur, truc machin. Mais en fait, désolé, mais ça, c'est des conneries. Tu vois, tu as le parcours que tu veux faire. Tu fais ce que tu veux. La cuisine, c'est que de la cuisine en fait. C'est juste c'est un super métier et il y a plein de gens qui le font de manière différente. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui le font en reconversion. Ouais. Il y a des personnes qui ont eu un métier avant et qui font de la cuisine maintenant et c'est des super chefs. Et moi je le vois, tu vois, moi j'ai pas eu ce parcours-là, moi j'ai eu un parcours totalement différent, comme je t'ai expliqué, où j'ai commencé ça très jeune et Ouais. tout. Et j'ai été formaté, machin, truc et tout. Et t'en as maintenant, ils arrivent et ils ont une vision différente. Alors je sais pas, avant ils étaient graphistes. Ouais. Et du coup, en fait, ce truc-là, ils vont le retranscrire dans la cuisine. Donc du coup, ils vont Et puis ils avoir... arrivent avec une autre maturité aussi, parce qu'en C'est général ils ça. sont un peu plus âgés, donc ils abordent pas les choses de la même manière C'est du tout. ça, et ils ont pas. Alors effectivement, ils ont pas ces bases de faut nettoyer un truc comme ça, il faut Ouais. que ça soit fait à 8 heures, truc et tout. Ah. Et ils le font de manière différente. Et moi, j'ai plein de potes qui ont fait de la reconversion et qui maintenant sont en cuisine. Et c'est des super chefs, voire meilleurs que ceux qui ont commencé la cuisine très jeune. Donc Ouais. en fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas de. Tu vois, moi, c'est ma vision. Mais là, en l'occurrence, ça a dû t'apporter beaucoup, j'imagine, peut-être un peu de pression Mm. aussi, ces premières expériences où c'est moi qui tiens la barre, quoi. Ouais, C'est un truc quand même. Ouais, c'était. Mais on sent que t'as c'était- kiffé, on sent que c'était plutôt Ouais, j'ai kiffé. enthousiasmant. Franchement, j'ai kiffé. C'était tellement différent d'être dans un 3 étoiles Ouais. qu'en fait, c'est ça qui m'a fait kiffer. C'est de faire T'as un dû truc te retrouver totalement un moment, différent. tu te dire, pff, Ouais. ah. J'ai eu des retours de clients très jeunes, tu vois. C'est Ouais. bizarre, mais les gens me venaient me voir en mode c'était très bon et j'allais voir les clients et tout. Ça, c'est un truc que j'ai vécu très jeune. Et peut-être que c'est le fait de l'avoir vécu très jeune qui m'a fait aller dans un truc encore totalement différent, donc la vidéo après, Ouais. tu vois. Pour revenir maintenant à un restaurant. Ouais, c'est ça. T'avais connu ça très tôt avant que Ouais. tout le monde te connaisse. En fait, déjà, Ouais, t'avais ouais, eu ces expériences-là à un stade Exactement. assez précoce finalement. Ouais, Assez j'ai précoce. eu ce truc-là très jeune. Et en fait, de là, voilà, est venu Top Chef, tu vois. De là, en fait, des persifleurs, Ouais. un jour comme ça, je me suis dit pourquoi pas le faire. Et inscription, tac, tac, et tout s'est enchaîné. Vous êtes pris, truc, casting, machin. Tu rentres dans l'aventure. Je me suis pas posé de questions, j'ai été moi-même Ouais. à 100%. Et dans un casting, alors qu'on se le rappelle, parce que tu fais Top Chef en même. Oui, c'est Maury, tu Gallienne, vois, ouais, Cachot, Mallory. Mallory. Mallory ouais, bien aussi. sûr. Là, t'es à un moment de Top Chef où le casting est dingue et Ouais. où la France va vraiment vous suivre et. Ouais, il va y avoir de l'affect entre le grand public Ouais. et cette saison-là quand même. Vous allez devenir des vrais personnages. Il y a des saisons que tu vois qui ont plus Ouais. ou moins marqué l'histoire de Top Chef quand même. C'est Tu vrai, fais partie c'est de cette vrai. saison et de ces personnages Bah, qui ont créé de l'attachement. il y a beaucoup de gens qui me disent que cette saison, elle était assez iconique, Ah ouais. tu vois. Ouais. Et je pense qu'on est aussi tombé pendant le Covid, donc automatiquement, t'avais beaucoup plus de monde Plus qui de gens. regardait, Ouais, certes. tu vois. Mais il y avait un Et, truc de camaraderie quand même. Ouais. Il y avait, on sentait qu'il y avait de l'éclat, de la proximité.
Ouais, il y avait tout. On faisait des conneries, et puis on s'amusait. Moi, tu sais, en vrai, la vérité, moi, Top Chef, je l'ai pris un peu comme une colonie de vacances, Ouais. où en fait, je me suis embarqué dans un truc qui n'était pas du tout prévu, et je me suis retrouvé avec des super chefs, tu vois, et on a vécu un truc. Et puis, c'est de la pression, Top Chef. Tu sais, Ouais. te gardent dans un hôtel, ils veulent que C'est tu... intense aussi, Ouais, hein, c'est voilà, intense. c'est intense, c'est tout un truc. Et moi, je l'ai fait à 100%, et ça a été un petit tremplin, ouais. Comment on sort de là Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là? Parce que après, tu vas devenir une figure, pour le coup, et j'imagine qu'il y a un switch. Je pense que quand tu vas acheter ton pain le lendemain, parce qu'en plus, t'es allé assez loin. T'es pas allé dans les phases finales, mais t'es arrivé pas loin. Ouais, je suis arrivé en quart, ouais. Ouais, c'est ça. Sur les quarts, ouais. Donc les gens ont le temps de se rendre compte Ouais. et de s'habituer à toi. Et en plus, tu le disais, c'est pendant le Covid. Ça fait quoi du coup après quand tu passes du chef des persifleurs où les habitués te connaissent à la France te Bah connaît? écoute, ça m'a pas... je sais pas, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Je sais pas, c'est cool, t'as des gens qui te reconnaissent. Moi, c'est que du positif. Ouais, c'était plutôt bien, c'est plutôt bienveillant. En Ouais, plus. moi, les gens, franchement, depuis que, tu vois, je suis sur les réseaux et que j'ai participé à Top Chef et tout, moi, j'ai toujours eu du positif. Ouais. Jamais eu de problème. Je vais pas te dire, ah non, chercher le pain, et puis je suis pas assez famous pour ça, tu vois. Aller chercher mon pain et qu'on me dise, ah, j'ai adoré, c'est trop bien. Ouais, C'est sûr. génial, enfin, il n'y a pas mieux, tu vois. Aller au restaurant et le chef qui vient te voir et dit, ouais, j'ai kiffé ce que vous avez fait, je vous fais goûter ça et tout. Non, c'est trop cool, il y a que des trucs positifs, tu vois. Et voilà, il y a eu ce truc-là après Top Chef. Mais ce qui a vraiment poussé le truc, c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos. Alors c'est ça, parce que on te connaît aussi beaucoup pour ça. Mm. J'avais lu un truc à l'époque ou sur Instagram ou corrige-moi ou TikTok, parce que de fait c'est des réseaux parallèles sur lesquels on diffuse des contenus parfois différents. Bref, t'as été un des cuisiniers français, voire le cuisinier français le plus suivi dans le monde. Ouais. C'est vrai ça, non? Ouais, c'est vrai. J'hallucine c'est vrai. pas. Ah Non, ouais, non, c'est putain. vrai, c'est vrai. Et, Mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'au sortir de Top Chef, là où c'est très bizarre parce que selon les époques, avec l'expérience, tu vois, il y a une époque où les mecs fallait qu'ils ouvrent tout de suite leur restaurant. Il y a une époque où, en l'occurrence, Adrien Cachot, il a mis du temps et Ouais. ça a été une galère pour trouver les bons trucs. Donc il n'y a pas de règle en l'occurrence. Mais toi, comme on se le disait, il s'est passé 6 ans. Est-ce que quand t'es sorti de Top Chef, tu t'es dit bon ben moi, je veux prendre mon temps? Est-ce que ça a été un choix? Pas Comment du les tout. choses se sont Mais non, parce qu'en fait, moi, c'est toujours la même chose. C'est du feeling. Je fais en fonction et j'y vais, je fonce, tu Ouais. vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après Top Chef, donc, il y a eu deux en fait, Covid, tu vois. Ouais, Il y a ouais. eu le Covid pendant Top Chef. Donc il fallait faire quelque chose tout en ensuite restant. les restaurants ont réouvert très peu Ouais. et puis il fallait refermer ensuite. Ouais, ouais. Donc en fait, il fallait faire quelque chose. J'allais pas rester chez moi sans rien faire et tout. Donc en fait, J'ai j'ai un pris mon iPhone. portable et tu vois, mais cette histoire, je l'ai racontée plein de fois, tu vois, mais j'ai pris mon portable, c'est ça la vérité. J'ai pris mon portable, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. J'ai fait une vidéo. La vidéo, alors tu vois, c'était l'époque où TikTok commençait à Ouais. arriver. C'était vraiment le Ouais, début. c'est Et ça, je me ouais. souviens, tous les gens TikTok ne comprenaient pas la vibe, tu vois, Ouais, ils ouais. savaient même pas ce que c'était. Ouais. C'était un truc de danse pour eux, tu vois. et je me suis mis à faire une vidéo sur TikTok et en fait, ça a cartonné. La vidéo en un jour, elle a fait des millions de vues. Et de là, ça a continué. Mais tu Et t'es j'ai dit quoi continué. à ce moment-là? Parce que je me mets à ta place où tu vois le truc, tu dis mais what? Bah, j'ai eu une petite montée d'adrénaline. Génial. Tu vois, j'ai kiffé. Effectivement, bah, faire des vues, tu vois, ça te procure quelque chose. Maintenant, il y a beaucoup de chefs qui le vivent parce qu'il y a beaucoup de chefs qui font des vidéos. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, peu de chefs faisaient des vidéos. Ouais. Et quand j'ai commencé, il y a plein de chefs qui se foutaient de ma gueule parce que je faisais des vidéos. Mais maintenant, je vois tous ces chefs faire des vidéos, tu vois. Ouais. Et moi, j'en fais moins. C'est ça le truc. Mais ça, c'est un vrai sujet, tu vois, parce que Ouais. pendant longtemps, je pense que, et dans le milieu notamment, les gens se sont dit, ok, ceux qui n'avaient pas forcément notamment la connaissance de ce que tu avais fait avant et de ton passif professionnel, ont pu se dire longtemps, ok, bon, ben lui, c'est le mec qui fait des vidéos sur. carrément. C'est un Bah truc ouais. quand même. Bah ouais. Mais écoute, moi faire des vidéos, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a fait faire beaucoup de projets. J'ai monté du coup, bah, tu vois, j'ai monté ma boîte de prod très jeune aussi. Dès la 15e vidéo, j'ai eu ce truc-là de me dire, tiens, il faut monter sa boîte de prod. Tu Ah vois. ouais. Donc en fait, Mais c'est tu ça voulais qui m'a. quoi là? Du coup, tu voulais développer plus? Mais ouais, je voulais développer plus, je voulais me lancer là-dedans et en fait, bah, c'est un business aussi, tu Ouais. vois. Tu te rends compte que en fait, les marques, au bout d'un moment, quand il y a eu ce truc-là, le Covid,
tu vois, les marques, en fait, ça a intéressé les marques, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, C'était un nouveau canal. J'ai eu des demandes de collab très vite, j'ai dû m'entourer, gérer ça, tu vois. Donc, en fait, c'est devenu très vite un business qui m'a pris énormément de temps. Ouais. Voire tout mon temps, en fait. Donc, lever tôt jusqu'au soir, vidéo. Il y a une période, quand j'ai commencé, je faisais une vidéo par jour. Je postais une vidéo par jour. J'en ai fait 1000 des vidéos. Ouais. Donc, je postais une vidéo par jour, tu vois. Donc, bon, bien sûr, au début, c'était vraiment moi, chez moi, dans ma petite cuisine, machin, truc et tout. Mais ça a commencé à monter. Voilà, tu vois, créer des projets, faire mon premier livre très tôt, tu vois. Qui s'est vendu à 55 000 exemplaires, ce qui est pas rien, tu vois. C'est dingue. Et pareil, j'en ai fait d'autres après. Donc en fait, tout ça, je me suis mis dans un monde, un truc que j'ai kiffé, tu vois. Et c'était c'est comme un espèce de nouveau métier qui mêle ma passion et un truc que je connaissais pas, qui m'a beaucoup excité, qui m'excite toujours. Mais je me suis mis à fond dedans et voilà, généralement je me mets toujours à fond dans un projet. Donc je me suis mis à fond dans ça et en fait ça a marché, quoi. Et comment on gère dans ces cas-là justement ce côté, ça t'a paradoxalement sorti des cuisines au sens traditionnel du terme. Tu as passé des années justement à aller peut-être d'un événement à un autre, d'un projet à un autre, d'une collab à une autre collab. Comment on gère ce côté, éphémère quand on est chef, là où souvent dans la cuisine on dit il te faut une adresse et puis il va falloir que tu parles d'une cuisine, il va falloir que tu aies une identité. Comment on arrive justement à s'installer, à se faire un nom et à façonner sa cuisine quand on passe d'une collab à une autre ou d'une vidéo à une autre? C'est pas simple, j'imagine, de trouver une empreinte ou de dire une empreinte. Mes vidéos, ce que j'ai proposé au début, c'était vraiment des recettes assez simples pour que les gens les refassent à la maison, en famille, etc. Ouais. Et j'ai levé un peu le curseur à chaque fois, tu vois, au fur et à mesure, au fil des années, parce que ça s'est fait en années, tout ça. Ouais. Mais dans ma tête, pendant toutes ces années, en fait, il faut savoir un truc, c'est que mon rêve, depuis que j'ai commencé, et je te l'ai pas dit au tout début, mais mon rêve, depuis que j'ai commencé la cuisine, que j'ai mis un premier pas en cuisine, c'était d'ouvrir un restaurant. C'était vraiment ouvrir mon restaurant. Ouais. Et ce rêve, il m'a jamais lâché, en fait. Donc même quand tu faisais ces vidéos, même quand tu conseillais aux gens de faire ci, ça dans leur cuisine à eux. Mon rêve. Ok. Sauf que j'ai pas... ouvrir un restaurant comme je voulais le faire, ça demande beaucoup de temps. Tu vois. Mais c'est quoi comme tu voulais le faire? J'ai fait des super expériences. Par exemple, j'ai ouvert après les vidéos, enfin la première année, tu vois, après Top Chef, un an après Top Chef, j'ai ouvert sur la terrasse du Wanderlust. On a ouvert un truc pendant tout l'été. On a eu 15 000 personnes qui sont venues avec les réseaux, trucs et tout, tu vois. Donc j'ai fait ces trucs-là. Mais sorte de pop-up. Ouais, sorte de pop-up. J'ai eu des expériences, j'ai fait des dîners privés, etc., etc. Mais en fait, tout au fil du temps, j'ai affiné une cuisine. J'ai affiné quelque chose que j'aime, tu vois. Et j'ai eu des expériences, peut-être qu'on va en parler après, mais je suis parti en voyage, tu vois. Je suis parti à l'autre bout de la terre. J'ai voulu prendre mon temps, tu vois. Puis la vie, c'est pas qu'une montée. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'en fait, il faut prendre son temps, tu vois. Mais ça, tu te le disais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu te disais au moment où tu vis, il y a une forme d'effervescence quand même, tu vois, parce qu'on doit t'appeler pour un truc, d'un coup, il va falloir que tu ailles cuisiner là-bas, à l'autre bout. C'est quand même un peu grisant. Et est-ce que tu te disais, bon, calmos, les choses vont se poser, il faut que... Enfin, tu vois, c'est pas facile à gérer ça. Mais je me le disais pas, en fait. J'avançais. Et plus je sentais que j'avançais, plus je sentais que je m'éloignais un petit peu de mon rêve. Ouais. Tu vois. Oui, parce que tu aurais pu rester éternellement le mec qui durcit le trait et du réseau, de l'événement, du dîner privé, comme tu le dis. Avoir mes studios, vivre de ça, etc., etc. Et ça a dû être une option. Tu as dû te le dire. Ouais, bien sûr, ça a été une option. Et puis en vrai, je l'ai un peu fait, tu vois. Mais on va dire qu'il y a 1 an et demi, j'ai eu un switch dans ma tête. Peut-être un truc un peu où je me suis dit, attends, là, t'es en train de trop t'écarter du truc. Que ce que tu veux, tu vois. Ouais. Ton rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Fais gaffe, truc et tout. Et en fait, j'étais un petit peu perdu, tu vois. Je savais pas trop. Est-ce que je poussais le curseur de la production en fait plus haut? Est-ce que je savais pas trop? Et du coup, je me suis éloigné un peu, tu vois. Je suis parti en Espagne. J'ai vécu en Espagne. J'ai travaillé à Minorque, tu vois.
au Café Baléares, dans un restaurant où j'ai appris à faire les arroz, tu vois, les paellas, etc. Je suis parti au Brésil aussi. J'ai eu pas mal d'expériences, j'ai pas mal bougé au Portugal, etc. Là, tu es en train de décrire un besoin un peu de déconnexion Ouais, par rapport un besoin de déconnexion. Ouais, Et d'aller aussi, chercher, de voir ailleurs, de prendre des choses. Et aussi, la vie fait que, tu vois, tu as des expériences parfois qui se passent un peu moins bien et du coup, tu veux step back, tu veux réfléchir qu'est-ce qui va pas, comment je vais faire, comment je m'entoure, etc. Tu vois. Moi, j'ai été très vite poussé dans un truc où j'avais un entourage et on me disait, voilà, il faut faire tant de vidéos, trucs, machin, nanani, nanana. Ouais. J'étais dans un environnement stressant qui me convenait pas et j'étais pas à ma place et c'était pas ma passion, donc c'était un peu compliqué et j'essayais de... Moi, dès que je fais des vidéos, j'essaie de donner du plaisir aux gens, j'essaie d'être moi-même, tu vois. Et c'est compliqué d'être toi-même quand au bout d'un moment, On te fout la prends pas pression tant de derrière. plaisir, tu vois. Donc voilà, j'ai eu besoin de prendre un petit peu de step back, tu vois, d'avoir ces expériences à droite, à gauche. Et en fait, c'est comme ça que s'est construit le projet. Tu es revenu à toi finalement. Ce que tu es en train de décrire, c'est que tu es revenu à toi. C'est que tu as dû certainement élaguer un peu de ce qui pouvait t'entourer en termes de personnes et d'ambition pour te dire, OK, moi là-dedans, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux. Ouais, je suis revenu à moi et c'est là que je me rends compte avec un peu de temps que, en fait, une des plus belles expériences dans la vie aussi, ce que je conseille à tout le monde, c'est les voyages. Tu vois, c'est de bouger. Certes, c'est bien de travailler à fond, mais tu vois, je me dis des fois, il y a des cuisiniers qui ont beaucoup d'expérience, qui travaillent dans plein de maisons et tout. Mais je pense qu'ils devraient aussi voyager un peu, tu vois. Sortir de la cuisine. Se déconnecter, voyager, faire autre chose, etc. Tu vois. Tu penses à quoi quand tu penses à ça, justement? C'est quoi dans tes voyages, quand tu parles d'Espagne, quand tu parles de Portugal, quand tu parles même de Brésil? C'est quoi qui te revient comme des trucs qui sont de l'ordre du voyage, justement, de l'expérience? C'est pas forcément de la cuisine, qui aujourd'hui ont infusé ou t'ont servi? C'est quoi les images qui te viennent en tête quand tu dis il faut voyager? C'est par exemple, comme je t'ai dit, tu vois, moi je suis parti à Minorque, une île que j'adore, et j'ai toqué à la porte d'un restaurant pour faire un stage, et un de mes restaurants préférés, tu vois. J'ai toqué à la porte un jour, j'ai dit je veux apprendre à faire ça, à faire donc les arroz, tu vois. Je veux apprendre à toucher cette cuisine et tout, et se lâcher complètement, arrêter les vidéos, parce que c'est ce qui s'est passé pendant 3 mois, et faire un stage dans une cuisine, tu vois. Je pense qu'il y a peu de gens en vrai. C'est courageux, en fait. Ouais, tu vois, c'est courageux et ça m'a apporté de ouf. C'est partir au Portugal et faire le tour un peu de tes origines, etc. Je me suis retrouvé aussi, parce que moi j'aime beaucoup les sports de combat, donc je me suis retrouvé en Thaïlande à faire un camp de Muay Thai, tu vois. J'ai mes expériences, et ça c'est un truc que j'ai jamais montré en fait aux gens, tu vois. C'est un truc que je montre pas sur mes réseaux parce qu'en vrai, moi je montre pas ma vie privée, tu vois. Je la montre pas trop, ma vie privée. C'est pas quelque chose avec lequel je veux jouer. Je suis pas très à l'aise de jouer avec ma vie privée, donc ça reste vraiment essentiellement mon travail et les choses que je veux proposer aux gens, etc. Ouais, c'est tes productions. C'est pas forcément ta vie. Mais t'as eu besoin de te nourrir. Là, si tu parles de quelque chose, d'une envie de se nourrir, en fait. Tu vois, quand tu parles de la Thaïlande, on se parle pas de cuisine en l'occurrence, même si la Thaïlande est une terre bénie pour ça. De fou, carrément. Je me suis retrouvé en plus à Chiang Mai, qui est un peu la partie de la Thaïlande. Tu vois, c'est un peu dans les montagnes, t'as la jungle, et c'est un truc totalement différent de la Thaïlande vacances, tu vois. Bien sûr. C'est la vraie Thaïlande. Je me suis retrouvé dans une famille thaï. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça qui m'ont fait kiffer. Et aussi, j'ai eu la chance de le faire avec mon travail, tu vois. C'est aussi ça. Meilleur passeport, la cuisine, pour voyager, en fait. Meilleur passeport et la production de vidéos, en fait. Je pouvais éditer mes vidéos, je pouvais préparer toutes mes vidéos à l'avance. Partir, les éditer au Portugal, faire mes montages, trucs, en Espagne, etc. J'ai eu cette chance-là et ça, c'est incroyable. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon parcours. Je remercie la chance aussi, tu vois. Comment, après tout ce moment de reconnexion, on sent que tu te recentres et que tu retrouves ton envie, comment on en arrive à cette idée qui est devenue une vraie réalité à laquelle on est accoudé aujourd'hui? L'histoire de Salto, en l'occurrence. Elle arrive comment? Elle a été travaillée par tout ce que je te dis au fur et à mesure du temps. Nourrie. Ouais, elle a été nourrie. Je savais exactement ce que je voulais dans ma tête. Ça fait déjà 2-3 ans que je sais ce que je veux, tu vois. Et tu le racontais comment? Quand tu dis je sais exactement ce que je veux, tu vois, je veux un truc qui... Tu disais quoi? Je veux un truc où, tu vois, moi par exemple, je me mets toujours à la place du client. Je m'imagine pas, chef, etc. Oui, tu vois, mais je fais pas la cuisine avec ego ou j'essaie de pas être dans la prétention, etc. Moi, tu vois,
les endroits où j'ai le mieux mangé sur Terre, donc c'est en Espagne, au Portugal, etc. Mais c'est aussi au Vietnam où j'étais assis dans la rue sur une chaise en plastique à boire une bière et tu vois, c'est un pays qui m'a choqué. Donc en fait, moi, c'est des trucs assez simples, tu vois. Mon idée a été construite autour de cette cuisine ibérique que j'adore, tu vois. C'est mes origines. Donc c'est une cuisine que je maîtrise. J'ai appris à connaître tous ces produits. Je suis parti, du coup, de ce que je t'ai dit, en Espagne et au Portugal. J'ai fait le tour. J'ai rencontré des producteurs. Ouais. J'ai mon huile d'olive ici qui vient de Catalogne. Tu vois, j'ai visité ce truc-là. Parce que l'huile d'olive espagnole est la meilleure du monde. Ouais, bon, attention. C'est moi qui s'engage. Non, mais ça a été prouvé à maintes reprises. Elle est pas mal. La portugaise est pas mal, un peu plus amère, mais l'espagnole est très bonne. Mais du coup, j'ai ces produits-là. Tu vois, ça me permet... tu vois, c'est bizarre, mais avoir tout ça, en fait, ça prend du temps. Tu vois, déjà que rien qu'avoir tes fournisseurs spéciaux et les faire venir à Paris. Parce que moi, j'ai des producteurs et des fournisseurs qui... Je suis le seul en France à les avoir, tu vois. Donc en fait, tout ça, ça prend du temps. Chronopost et machin, est-ce que c'est possible, truc et tout. Tout ça, ça te prend du temps. Ouais, affiner X produit. Trouver le lieu. Trouver un lieu dans Paris. Je savais que c'était Paris, tu vois, je voulais Paris. Même si je me suis questionné un peu sur Barcelone, tu vois, mais au final, je suis ma ville natale, tu vois, Paris. Mais voilà, trouver le lieu, ça prend du temps. Trouver la bonne association, ça prend du temps, tu vois. Donc voilà, tout ça, ça m'a pris un peu de temps et au final, voilà, j'ai rencontré Christophe Juville aussi, mon associé sur Salto Bar. Je lui ai parlé de mon projet, ça lui a beaucoup plu, on a eu un feeling. Et puis, je l'ai emmené à Barcelone, tu vois. Je lui ai fait le tour de mes restaurants préférés parce que je connaissais pas trop l'Espagne. Je lui ai fait le tour de mes restos préférés, tu vois. Et il a capté la vibe et je pense qu'il a capté où je voulais aller. Il a capté l'envie, tu vois. Et il s'est lancé avec moi sur ce projet. On a trouvé ensemble le lieu, tu vois. Donc, et puis, ça s'est fait très vite. En vrai, en 3-4 mois, le restaurant ouvert. Ah ouais. Ouais. Ça s'est fait très vite, toujours. De toute façon, dans ma life, c'est toujours ça, ça va vite. Ouais, mais bon, faut trouver le lieu, faut que les choses s'alignent. T'avais l'associé, en l'occurrence Christophe, il a une expérience considérable. Ouais, carrément. Donc c'est un super attelage, quoi. Pour le coup, il y a eu un alignement. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu et rentrer un petit peu dans la carte ? Parce que la cuisine ibérique, en l'occurrence, au sens large, elle est faite de magnifiques spécialités et donc parfois aussi de caricatures. Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Est-ce qu'on est franchement dans les totems de la cuisine ibérique ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on mange à Salto Bar ? Je pense que les gens en France ont peut-être une vision un peu décalée de ce qu'est la cuisine en Espagne et au Portugal. Moi, franchement, les plus grosses claques que j'ai pris culinairement dans ma vie, c'est en Espagne, que ce soit à San Sebastián, Barcelone, en Andalousie, à Granada, où tu manges vraiment très très bien. C'est pas forcément que des croquetas et des papas bravas, tu vois. C'est pas ça la cuisine espagnole. C'est une cuisine de produits. La cuisine ibérique et la portugaise aussi, c'est une cuisine de produits. C'est des très bons produits. Et ici, nous, on a voulu avoir ces produits. Par exemple, tu vois, on a des superbes gambas roja de Minorca. Tu vois, je vais t'en faire goûter après, je les ai dans le frigo. Et on n'a pas peur de les assaisonner. Elles sont tellement bonnes qu'on les assaisonne juste avec un peu d'huile d'olive, du sel, et on les dépose sur l'arroz, comme ça, tu vois. Et je pense qu'on est peut-être le seul resto dans Paris à les avoir parce que pareil, tu vois, c'était une question de fournisseur. Il y a, par exemple, on fait une tortilla. Je suis content parce que on commence à... Et ça, c'est vraiment le but. Ici, on n'a pas une carte fixe. Tu vois. La carte n'est pas du tout fixe. Et c'est vraiment la vérité. Elle peut changer du jour au jour. Tu vois. On a beaucoup de choix. Moi, j'aime ces cartes-là. Ouais. Bah après, t'as envie de ça quand tu veux aborder la cuisine espagnole. T'as envie d'avoir plein de... Ouais. Et moi, avoir un menu unique, ça me ressemble pas. Tu vois. C'est quelque chose... Je suis de moins en moins à l'aise maintenant au restaurant quand en fait c'est imposé. Alors si c'est très bon, ça marche, mais des fois, pour moi, ça marche pas. Et puis les petits plats par petits plats... Non, c'est pas mon. Il y a aussi un truc d'ego là-dessus. Hein. Quand on parle du menu unique, c'est encore un truc de signature. Je veux pas juger parce qu'il y en a beaucoup qui le font et tout. Mais pour moi, c'est un peu un truc d'ego et c'est pas du tout le mood ici. Tu vois, ici, il y a une carte, elle est longue. Je vais te la montrer après. Elle est longue. T'as du choix, tu vois. Et parfois, il y a des trucs, voilà, on en a 20 par service, c'est fini. Et puis c'est pas grave parce qu'il y a du choix, tu vois. Et t'as de tout, tu vois. T'as beaucoup de poissons. On est plus quand même sur le poisson, tu vois. En ce moment, on fait une très belle ventrèche de tuna, donc de thon rouge. Et on dépose une huile infusée à la sobrassade par-dessus, on grille ça au chalumeau, tu vois. Donc comme je t'ai dit, on a les gambas et on commence à avoir, et je suis content, des plats iconiques, tu vois. Les gens commencent à revenir pour nous demander des trucs. Ça.
Tortilla. C'est bon ça. La tortilla. Putain. On fait une tortilla Non, ici. mais en vrai, la tortilla, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet, c'est Quand, pas t'es- facile à faire. quand tu connais la tortilla espagnole, enfin, comme on l'attend et comme elle se doit, et que tu es à Paris, tu peux être un peu malheureux. Ouais, il y a la tortilla trop cuite, etc. C'est pas le mood à Salto. À Salto, on l'a fait minute. On fait des petites préparations à l'intérieur, donc je tairai le secret. Mais je t'ai vu, j'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps sur Insta. Ouais, je l'ai postée. Ouais. Elle a bien marché. Genre la parce semaine que, dernière, un truc comme ça. Ouais. Je l'ai vu, je me suis dit, Elle est très baveuse et je suis content parce que Théo, qui est avec moi dans l'aventure, qui est mon sous-chef, qui a participé d'ailleurs cette année à Top Chef, qui est un super gars, je suis très content de l'avoir en cuisine avec moi. Et alors lui, c'est devenu, lui qui est pas espagnol de base, il est devenu l'expert de la tortilla, c'est lui qui les fait toutes. Et il a un geste de fou et il te les fait en 2 minutes, c'est réglé. Parce qu'en fait, nous, on la cuit peu, tu vois. Ouais. Alors elle est cuite à l'intérieur. J'ai vu ton move avec la double poêle qui était... Elle est très baveuse et tu sens vraiment la pomme de terre, tu sens vraiment, on fait confire des oignons pendant 4 heures, tu vois, c'est tout un game, on rajoute un siphon. Ah merde, tu sonnes tout. Allez, non, mais surtout, c'est pas du tout l'heure de parler de ça, ça m'ouvre trop. On rajoute un siphon, un peu comme un sabayon à l'intérieur qui donne vraiment ce côté un peu baveux et aérien, tu vois. Et on sert ça simplement dans l'assiette avec une tortilla, tu vois, tac, on met par-dessus des pommes allumettes coupées très très finement, très croustillantes, un peu d'huile d'olive de Catalogne, une bonne fleur de sel. On sert ça, le client il coupe, ça coule légèrement, ils adorent. On a ça, on a l'oreille de cochon aussi, tu vois. On fait une oreille de cochon, j'ai pris ça un peu de San Sebastian où j'ai mangé ça et j'ai kiffé, je l'ai refait un peu à ma sauce. Alors là, je la cuis pendant des heures, je cuis des oreilles de cochon pendant des heures et des heures. Et ensuite, je les compresse et ensuite, je les poêle à la plancha. Donc ça, le collagène, tu vois, il devient très très croustillant. Ouais, c'est un peu... Okay. Et on sert ça avec un boquerones qui est un anchois au vinaigre. Donc, ce côté cochon, boquerones, vinaigre, ça marche super bien ensemble. Et on a la tarta de queso. C'est marrant, c'est une histoire marrante. En fait, je voulais absolument faire une tarta de queso, qui est un peu le nouveau truc en ce moment à Paris. J'ai l'impression que tout le monde le fait. Et je voulais vraiment en avoir une délicieuse, tu vois. Il faut. Et on a fait des tests. Et j'ai Luna avec moi en cuisine qui gère un peu plus la partie dessert. Tu vois, elle a 22 ans. Et elle est super. Et du coup, on a fait plein de tests ensemble et tout. On a galéré. Au début, elle coulait complètement. Des fois, elles étaient trop cuites. C'était un enfer. Et un jour, on est arrivé au bon dosage, au bon truc et tout pour qu'elle soit coulante à l'intérieur. Et on met un petit fromage secret à l'intérieur qui fait qu'elle a un goût de fromage, mais pas trop. Elle est parfaite, tu vois. Et du coup, le premier jour d'ouverture, j'écrivais le menu à l'arrache, tu vois, ça s'est fait un jour d'ouverture, 2 heures avant, le menu n'était pas définitif. J'écris le menu tout, je me dis, tu sais quoi, vas-y, j'appelle ça au lieu d'appeler la tarta de queso, la tarta de Luna. Et tu vois, et c'est devenu maintenant un iconique. Il y a des gens qui reviennent pour la tarta de Luna et elle marche super bien. Donc voilà, on commence à avoir, bon, bien sûr, l'arroz, tu vois. Mais c'est marrant, l'appétit que t'as à décrire ta carte, tu vois. Cet enthousiasme, il est hyper réjouissant. Ouais, je kiffe trop. L'arroz, on le fait minute, on cuit le riz minute. Le riz n'est jamais cuit avant, ça prend 20 minutes à cuire. On le termine au four à bois. Ici, tu vois, on a un super four à bois. Et en fait, il y a beaucoup de cuissons qu'on fait au four à bois, des coquillages. Tu vois, la semaine dernière, on a fait des couteaux de Galice magnifiques qu'on a reçus. On les flash au four à bois, on les arrose avec une pilpagna qui est en fait un mélange de vinaigre, huile d'olive et ça fait des flammes et du coup ça crée un truc qui est trop bon. Pareil, c'est un truc que j'ai vu à San Sebastian, tu vois, à El Cano, qui est un restaurant magnifique à San Sebastian, un restaurant 1 étoile où tu manges et t'as une grillade dans la rue, c'est un truc de zinzin. C'est génial. J'ai pris ça de ça, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai pris à droite à gauche. Bien sûr. La semaine dernière, on a créé une bomba bacalao, qui est en fait tu vois, la bomba de Barceloneta, c'est un truc très connu en Espagne et à Barcelone. C'est de la purée qui encercle de la viande. Et du coup, nous, on a repris ça avec du bacalhau, qui est une morue portugaise. Et ça mixe du coup mes deux origines. Ça marche super bien et on va le refaire la semaine prochaine, tu vois. Là, on en avait plus vendredi, les gens en ont demandé, mais du coup, on le refait mercredi. C'est drôle. Donc voilà, la carte, est-ce qu'on se pose comme ça et on a de plus en plus des petits iconiques qui, je pense, vont rester à la carte. L'oreille de cochon va rester, la tarta va rester, la tortilla va rester. Et on essaye, et on essaye de trouver des trucs un peu iconiques qui font que, voilà, tu vois. Alors, je sais que ça fait qu'un mois qu'on ponce ce comptoir en commandant des tortillas et tout ça, mais quand tu réfléchis et que tu te projettes, tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, bon, tu sais quoi, moi là, je suis bien, je prends mon temps, déjà, je prends mon plaisir à cet endroit avec les gens et on verra après? Ou est-ce que tu commences déjà à réfléchir parce que t'es pas d'un tempérament particulièrement posé, on sent que t'as quand même envie de faire des choses. Est-ce que tu réfléchis à d'autres choses ou à
je sais pas, des perspectives vers lesquelles tu pourrais emmener cet endroit ou ta Ouais, cuisine ouais. de manière générale? Je réfléchis, mais c'est tellement un kiff et ça me prend tellement de temps ici Ouais. que pour l'instant, je C'est me ça, focus l'idée. à 100% ici, Ouais. même à 200%, tu vois. Je suis vraiment focus ici et effectivement, en fait, je sens que ça prend, tu vois. Et j'avais cette peur que ça allait pas prendre, tu vois. Ouais, bien sûr. Putain, mais attends, j'ai des millions de followers, est-ce que les gens ils vont venir? Est-ce que ça, c'est pas du vent, truc et tout, machin Et ça tout. convertit un peu, tu te rends compte que tous... Bien sûr, Ouais. ça convertit. Et puis tu vois, moi, j'ai lancé le resto, j'ai lancé le compte Insta du resto très tôt, avant l'ouverture. Ouais. Et j'en ai pas fait trop, mais j'en ai fait quand même. J'ai voulu que ce soit vraiment sincère, tu vois. J'ai pas voulu faire un truc trop, un truc à buzz, etc. Ouais, bien C'est sûr. pas le mood de Salto, tu vois. Ouais, ouais. Salto, c'est vraiment un endroit chaleureux. Tu viens, tu passes un bon moment. Le soir, tu as des bougies partout. C'est trop cool. Tu ressens une odeur un peu spéciale parce que tu as le four à bois qui est là. Ouais. Tu vois, la carte, elle change. Il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc, c'est pas un truc à buzz ou... la clientèle, on a de tout. On a de tous les âges, Ouais. de tous les environs. C'est génial, tu vois. Ils viennent pour la proposition. Ils viennent pour la proposition. Il y a de tout, tu vois, ici. C'est ça qui est super cool. Et voilà, qu'est-ce que... Non, mais je te demandais juste si tu pensais à les choses, mais t'es dans Non, ton ouais, projet, t'es... T'es sur le Salto? Ouais, effectivement, je suis à 100% sur Salto et on verra comment ça va se passer. On verra. Commence à y avoir pas mal de demandes. Tu vois, je vois que ça change aussi d'avoir un restaurant. Ça Ouais. convertit aussi sur mon autre business qui est la production, tu vois. Parce que ce truc-là, je le garde aussi, tu vois. Hmm. Je me sers de ça pour faire monter un peu le resto, pour Ouais. faire connaître le resto, mais sans trop en faire, tu vois. Et je vois que les demandes, elles changent, tu vois, les demandes de dîner, tu as plus de marques. Enfin, les marques, elles changent aussi, tu vois. Ouais. C'est des trucs comme ça. Donc, Ouais, vraiment, t'observes quand même que ça a Ouais, une je suis- incidence. Ouais, ça a une incidence et je pense que c'est ce que les gens attendaient aussi de moi, Ah tu ouais. vois. Il y a beaucoup de gens, des gens Il y a qui pas mal viennent de gens d'ici. qui devaient dire il était temps, non, quand même. Ouais, il y a pas Même mal de toi, gens tu qui dois te le viennent dire, quand ici. Moi, je me le dis aussi, tu vois, Ouais. mais il y a pas mal de gens qui... Mais les gens, tu sais, ils savent pas tout ce qui s'est passé dans ma vie, tu Ouais, vois. ouais, bah oui. T'as des moments où, comme je t'ai dit, j'ai dû partir, Ouais, truc, t'as l'impression machin, que t'existes truc et tout. pas parce que t'es pas sur les réseaux, alors que toi, Mais t'existais. moi, je suis très j'ai pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux, mais je suis très privé, tu vois. Donc Ouais. je suis très. Et ça, je t'arrives montre à le pas gérer, t'arrives à le gérer quand même, parce qu'il y a un Ouais, truc, c'est que déjà, ouais. t'as deux choses. T'es très populaire sur les réseaux, Mm. t'es dans un métier qui est hyper impliquant. Comment on arrive à trouver cet équilibre-là? C'est un peu compliqué, j'imagine. Entre tout ce boulot qui implique énormément, C'est simple. ta notoriété. C'est simple. Avec Salto, je me concentre plus sur le restaurant. Je suis en cuisine du matin au soir. Ouais. Et, C'est simple, je n'ai pas de vie perso. et voilà. Et en vrai, et je le dis un peu de temps en temps sur mes réseaux, je dis désolé, mais en fait, là, j'ai pas trop le temps de faire trop de vidéos. Ouais. Et je me focus à fond sur l'ouverture. Je veux que ce soit une superbe ouverture. Et l'ouverture, ça dure pas un mois, tu vois. Pour moi, une ouverture, ça dure 1 an. Ouais. Donc là, je sais que pendant 1 an, ça va être comme ça. Et certainement qu'il y aura, tu vois, au fur et à mesure du temps, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on est fermé normalement au restaurant, mais j'ai le temps de venir ici. Tu vois, la semaine dernière, j'avais pas le temps, je faisais de la mise en place pour la semaine suivante. Ouais. Donc on commence au fur et à mesure à prendre un peu plus de temps. Là, la semaine prochaine, je sais que je vais faire une vidéo ici. Tu vois, il y a plein. Donc ça commence à se mettre en place. Mais je sécurise ici avant. Ouais, bien Je sûr. sécurise que ce soit une adresse super, parce que le but, c'est que les gens reviennent pour ce que c'est. Pas forcément pour moi, tu vois. Ouais. J'adore que les gens me disent attends, on a entendu parler de la tortilla, on est venu pour ça, truc. Ouais. J'adore, exceptionnel. C'est vrai que ça fait envie quand même. Je crée l'adresse, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le plus important. Et on va voir au fur et à mesure du temps comment les choses vont se développer. Peut-être qu'il y aura autre chose dans 1 an et demi qui va être sur la même identité que Salto. Je sais pas, on verra, tu vois. Ça fait envie en tout cas, on va venir. Avec plaisir. Nombreux. Merci, merci Ego. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Chef. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef.